se retrouve dans la deuxième partie de la perceuse à colonne King Canada. Et on va effectuer un test afin de vérifier si le tout fonctionne correctement. Et pour ce faire, ce que je me propose de vous présenter, en fait, c'est les ajustements que je fais habituellement avant d'utiliser l'appareil. Donc on va regarder ça un petit peu et je vais également vous montrer ce que ça va nécessiter là, comme accessoire, si on veut, pour utiliser cet appareil-là. Là, quand je parle d'accessoires, évidemment, je parle par exemple des forêts, les taux que je vais utiliser pour travailler avec la table qui est ici. Donc, avant de vous montrer tout ça, première étape avec laquelle je vais procéder, c'est de vérifier si ma table est droite par rapport à mon mandrin. Tout ça dans le but, évidemment, que lorsque je vais venir percer, si je descends trop bas avec ma mèche, je voudrais pas, par erreur, que ma mèche vienne endommager ma table. Donc, je fais en sorte de vérifier que ma table est bien positionnée par rapport à la position qu'aura la mèche. Et pour ça, j'utilise tout simplement une tige métallique qui provient de récupération. Je pourrais également utiliser, à la limite, un crayon à mine. On va juste ouvrir le mandrin un peu. C'est trop bas. Donc ici, on peut voir si on ne serre pas là, le crayon trop fort. Évidemment, pour ne pas le faire éclater à l'intérieur. Donc avec le crayon, si je peux m'approcher un peu. Alors je vais venir le positionner de façon à ce que le crayon soit dans le centre du diamètre du trou de la table. Ensuite, je vais déterminer quel type de matériau que je vais percer. Évidemment, je pourrais faire là, des tests dans le bois qui seraient à mon avis totalement inutiles, puisqu'on va percer dans du métal. Donc si ça perce dans du métal, de toute évidence, dans un matériau qui est beaucoup plus mou, ça va également très bien percer. Donc ici, on se trouve dans le haut de l'appareil où il y a les poulies. Évidemment, on constate ici nos poulies étagées et la courroie qui fait la transition entre les deux poulies. Donc la première étant celle actionnée par le moteur et la deuxième qui vient tout simplement faire tourner le mandrin. Donc selon la position où la courroie est placée des deux côtés, c'est ce qui va venir déterminer la vitesse du mandrin. Sur ce type de machine-là, du moins sur ce modèle-ci, on retrouve 5 vitesses. OK. Donc, c'est ce que je vous montre ici. Et pour percer du métal, évidemment, on prend toujours la vitesse la plus basse. Donc, j'ai préalablement placé ma courroie sur les poulies de façon à tourner à 620 RPM. Donc, 620 tours minute, qui est la vitesse minimale sur cette machine-là, qui va me permettre de percer mon métal. Et pourquoi j'ai choisi cette vitesse-là? Tout simplement, c'est lorsqu'on perce du métal. Évidemment, si on utilise une vitesse qui est trop élevée, on va tout simplement faire chauffer la mèche. Donc, il y a un risque que la mèche se coince dans la pièce à percer, qui a un surchauffe et au final, on va tout simplement briser la mèche. Pour percer du métal, ce dont on va avoir besoin avant tout, ce sont des forêts. Et évidemment, pour percer du métal, on va se procurer des mèches en acier, des mèches pour le métal.
Mais ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il existe différentes qualités dans les mèches. Donc, pour travailler, par exemple, sur une machine comme celle-ci, je n'utiliserai pas des mèches comme celle-là. Parce que ce sont des mèches vraiment de basse qualité. Donc, anciennement, j'utilisais ça pour d'autres projets. Et ce que je vous recommande minimalement, c'est d'utiliser, par exemple, des mèches comme celle-ci, qui sont des mèches recouvertes de titane. Donc, des mèches là, facilement accessibles dans les magasins de grande surface. Évidemment, il existe des gammes supérieures. On peut se procurer, par exemple, un kit qui ressemble à celui-ci dans les magasins qui vendent de l'outillage de qualité industrielle. Mais là, à ce moment-là, vous allez peut-être payer environ 200 $. Pour un kit semblable à celui-là. Donc, il faut être conscient, même si c'est plus résistant que les forêts que je vous ai présentées juste avant. Disons que c'est une qualité que je considère moyenne, mais c'est à peu près ce qu'il y a de meilleure qualité dans les grandes surfaces. Okay? Si on veut des mèches vraiment ou des forêts vraiment de meilleure qualité, il faut à ce moment-là se diriger vers les fournisseurs là, de produits industriels. Autre petite chose qui va être importante d'utiliser lorsqu'on veut percer, ce sont des poinçons. Donc j'en ai ici de différentes grosseurs. Donc la pointe est plus ou moins grosse, plus petite. Et de la façon qu'on va l'utiliser, c'est tout simplement qu'on va prendre notre poinçon, on va le placer là où on veut percer et on va frapper un coup avec le marteau de façon à faire une marque. Et c'est dans cette marque-là, en fait, qu'on va débuter le perçage. Et ça va juste faciliter un peu l'amorçage du forêt par rapport à la pièce là, métallique. Okay? Autre petit gadget très important ici, du moins moi c'est ce que j'utilise, c'est une étau. Donc on va baisser le zoom un peu. Donc c'est une étau qui est faite spécifiquement là, pour ce type de machine là, quoique pour la grosseur de ma perceuse à colonne, disons que l'étau est un peu gros, mais quand même utilisable. Disons que ça me rend bien des services, et au besoin je vais tout simplement utiliser des serres comme celle-ci qui se trouve là, dans les grandes surfaces. Celle-ci provient de chez Canadian Tire. C'est une grande surface canadienne qu'on retrouve dans toutes les provinces du Canada, y compris le Québec. Donc pour quelques dollars, on peut se procurer ce type de serre-là. Et ça va tout simplement venir me servir à tenir, si on veut, de cette façon-là, mon étau, une fois que ma pièce va être placée. Une chose que j'ai faite, je ne sais pas si on va bien le voir dans la caméra, vous allez remarquer les lignes bleues qui sont là, qui ont été faites avec du vernis à ongles. Et c'est un repère que je me suis fait. On peut constater ici les deux pièces métalliques qui sont là. Donc lorsque je perce une pièce, je vais faire en sorte d'exécuter mon perçage et de placer ma pièce de façon à ce que le perçage se fasse entre les deux points bleus, de façon à ce que ma mèche ne vienne pas toucher à ces portions-là. Donc en étant placé comme ça, évidemment, selon la profondeur où je vais descendre, à la limite, même si je descends un petit peu trop bas, je vais tomber dans le trou de la table. Donc, je vais absolument rien endommager. Autre petit élément très important pour le perçage,
c'est la lubrification. OK? Évidemment, bon, dans les manuels, on vous recommande généralement des trucs là, vraiment incroyables, soit pour le perçage ou même pour le taraudage. J'ai vu à un moment donné qu'on parlait, je pense, de graisse de l'or ou de kérosène pour lubrifier certains types de métaux. Lorsque j'ai effectué mon cours en mécanique automobile il y a très longtemps, bien que j'ai jamais fait de carrière en mécanique, à l'époque, on perçait et on faisait notre taraudage avec de l'huile moteur et ça fonctionnait très bien. Donc, c'est ce qui se retrouve dans cette bouteille ici, c'est de l'huile à moteur, de la 520, dans lequel j'ai rajouté un additif qui fait en sorte que l'huile va coller davantage sur le métal. Donc, ça va me donner une petite chance de plus de faire en sorte que mes mèches chaufferont pas ou vont moins chauffer. Alors, je vais commencer par débuter en plaçant par la pièce à percer dans mon étau. J'ajuste mon étau et on va procéder au perçage. Donc, avant d'installer mes serres, j'ai installé ma mèche et maintenant je place mon étau en fonction de la marque que j'ai effectuée tantôt sur ma pièce. Donc ça va me servir d'amorce pour mon perçage. Donc je suis directement dessus. Alors je vais me servir maintenant de mes serres et je vais tout simplement serrer mon étau sur la table de façon juste m'assurer que c'est toujours où ça a bougé là. Juste m'assurer que c'est à la bonne place et on va ensuite percer. Oh, je pense que je suis à l'envers. Donc on va tourner dans le bon sens, ça va aider. On est toujours centré, oui. Je vais en placer une deuxième. Donc la deuxième est installée et on est prêt pour le perçage. Donc je vais mettre l'appareil en route et on débute notre perçage. Évidemment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut pas mettre trop de pression à la fois. Donc on va commencer par un peu de lubrification. Et on y va délicatement et on laisse le temps au forêt de faire son travail. Donc, je le rappelle, on est actuellement à basse vitesse. On va un peu de lubrification. Que notre trou est effectué. En prenant son temps, ça prend peut-être quelques secondes ou peut-être une minute de plus, mais on préserve la pièce à percer, on préserve l'équipement et évidemment la mèche qui est installée ou le forêt qui est installé sur l'appareil. Prochainement, je vais fabriquer un truc là, pour les copeaux. Ça, je vous montrerai ça là, dans un autre épisode. Donc on va fabriquer un truc
qui va être en mesure de récupérer. Donc, on peut voir ici. Donc, mes copeaux sont tous ici. Donc ici, je vais maintenant procéder. Si on peut regarder le trou, de toute façon, avec la face. Bon, ça a tombé. Fait qu'on voit que le trou est parfait. Ça, il y a une petite bavure en dessous, mais ça, c'est normal. Ça s'enlève, par exemple, avec une lime. Ou encore, bon, j'ai une ponceuse, donc un petit coup sur la ponceuse. Et je vais être en mesure d'enlever les copeaux qui sont là. Et ensuite, on va procéder au filetage. Alors, petite précision ici, avant de procéder au filetage de la pièce. On m'a demandé cette semaine l'ampérage du moteur qui était là-dessus. C'est un moteur de 2.5 ampères fonctionnant sous 120 volts. On m'avait déconseillé d'acheter un appareil avec un moteur comme celui-ci, disant que c'était vraiment trop petit. Évidemment, pour mes besoins, ça fonctionne très bien. Comme vous avez pu le voir, pour percer du métal, ça pose aucun problème. Donc j'imagine que même dans le bois, même dans du bois dur, si vous avez des forêts qui sont convenables, ça ne devrait pas poser de problème. Évidemment, là, si on utilise par exemple des lames comme celle-ci dans le bois, j'imagine que ça va fort probablement demander un peu plus de force. Donc évidemment, si vous faites beaucoup d'ébénisterie par exemple, que vous utilisez, je sais pas moi, ce type de lame-là, ou encore des scie cloches pour faire des trous dans des bois qui sont plus ou moins durs, à ce moment-là, je vous recommanderais peut-être de vous procurer un appareil avec un moteur un peu plus gros. Ce qu'on me dit souvent, et ce que j'entends sur Internet, c'est qu'on détermine la force de la machine à partir de l'ampérage du moteur. En tout cas, pour mes besoins, moteur de 2.5 ampères, c'est nettement suffisant. Alors, je vais ici procéder au filetage de mon trou. Donc, j'ai percé avec une mèche 1364 et je vais maintenant utiliser un tarot ici de grandeur 1/4. Donc évidemment, ce que je vais venir mettre ici, c'est la lubrification, et j'amorce tranquillement l'entrée dans le trou. Évidemment, on essaye de se centrer le plus possible. On y va tranquillement en appuyant un peu vers le bas, de façon à ce que ça finisse par s'amorcer. Ça peut bouger un peu, c'est normal, au début du moins. Ouais, c'est très bien parti. Et la façon de procéder avec ce type d'outil-là, c'est, moi ce que je recommande, c'est de tourner, disons, un demi-tour et de revenir vers l'arrière. Et c'est normal que vous allez entendre des petits bruits. En fait, au moment de faire le filetage, il y a des petites parties de l'acier qui vont se briser. C'est tout à fait normal. Ce qui serait moins, ce serait de tenter de fileter la pièce d'un coup. Et là, évidemment, on risque de briser le tarot ou encore de l'endommager avec les copeaux métalliques qui vont être à l'intérieur. Donc, on y va tranquillement. On ne s'énerve pas. On voit que c'est dur, on revient vers l'arrière. On va lubrifier encore. Là, si vous voyez à un moment donné que c'est vraiment trop dur, on ne force pas là-dessus comme un cheval. On l'enlève et on vérifie ce qui se passe. Sinon,
comme je l'ai mentionné un peu avant, vous allez endommager quelque chose, c'est certain. Alors, on y va tranquillement. C'est un peu le même principe que je vais utiliser quand je vais par exemple réparer des filets. Là, dans ce cas-ci, on fait un filet. Alors, on revient, on tourne. Donc je suis passé là, au travers. Donc c'est pour ça que je me permets là, de tourner. Donc ça va très bien. Donc, notre filet est complété. On va sortir notre pièce d'équipement. Et maintenant, je vais tout simplement essayer de visser mon boulon. Et on constate ici que c'est un filetage qui est parfait. En terminant, évidemment, lorsqu'on utilise un appareil comme celui-là, il faut utiliser une certaine lubrification. Donc, ensuite de ça, il faut nettoyer l'appareil. Et ce que je vais utiliser pour un nettoyage rapide, c'est un produit comme celui-là. Ici, au Québec, ça se vend, entre autres, dans les magasins n'a pas pièces d'auto. Je ne sais pas s'il y a d'autres magasins qui le vendent. Peut-être Canadian Tire au Québec. Évidemment, dans ce type de produit-là, il n'en existe pas là, 20 sortes différentes. Il y en a peut-être 3 ou 4. Donc, c'est un produit qui est relativement peu coûteux et qui va faire en sorte d'enlever l'huile sur les pièces métalliques. Donc, on nettoie facilement avec ce type de produit-là, mais on fait attention en atelier parce que c'est un produit qui est excessivement inflammable. En conclusion, ce modèle de perceuse à colonne fonctionne très bien, même si c'est un appareil qui est relativement petit. Son moteur de 2,5 A me convient très bien. Alors pour les différents travaux que j'ai à effectuer dans mon petit atelier, de toute façon j'aurais pas eu de place pour un appareil là, de plus volumineux si on veut. Alors ça convient pour le travail et je recommande cet appareil-là. Évidemment, je ne suis pas financé par la compagnie King Canada. En espérant que cette vidéo aura répondu à quelques-unes de vos questions. Revenez-moi pour une prochaine vidéo.